Historiquement, dans le domaine médical, on a souvent perçu la cognition et l'attention comme des phénomènes un peu éthérés, presque insaisissables. Mais l'évolution de la neurologie moderne est formelle à ce sujet. Nos capacités de concentration sont strictement soumises aux lois implacables de la biologie, de la chimie et de la physique. Pour nous, professionnels de la santé, comprendre cette architecture métabolique est absolument crucial. Ce décryptage va donc retracer les vulnérabilités de notre cortex, cartographier l'anatomie de l'anxiété et redéfinir la réalité clinique de ce qu'on appelle le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Pour structurer notre analyse, on va s'appuyer sur 3 grands axes. On commencera par la neuroéconomie et la vulnérabilité attentionnelle face à notre environnement. Ensuite, on explorera l'hippocampe et l'intoxication de nos cartes cognitives. Et on terminera sur la réalité clinique du TDAH, analysée sous le prisme du spectre dopaminergique. Entrons dans le vif du sujet avec notre première partie, la neuroéconomie et la vulnérabilité attentionnelle. On va regarder de très près ce fameux coût d'opportunité métabolique. Le concept fondamental ici, c'est le coût d'opportunité. Il faut bien imaginer que le cerveau calcule en permanence, de façon presque brutale, le prix métabolique et dopaminergique qu'il doit payer pour rester engagé dans une tâche intellectuelle exigeante. Ce prix, en fait, c'est l'ensemble des plaisirs numériques immédiats et ultra faciles d'accès qui sont temporairement ignorés. Pour le système nerveux central, maintenir son attention est perçu comme un investissement extrêmement coûteux. Le cortex préfrontal évalue chaque seconde l'effort de concentration par rapport à la gratification immédiate que procurerait par exemple un simple coup d'œil à une notification. Et c'est précisément là que l'environnement moderne devient pathogène. L'ingénierie des plateformes numériques exploite directement ce calcul neuroéconomique. Ces architectures vont démultiplier artificiellement le coût d'opportunité en proposant des récompenses dopaminergiques infinies sans aucun effort. Le constat clinique, il est sans appel, les capacités d'inhibition du cortex préfrontal cèdent tout simplement sous le poids de ces sollicitations constantes. Ça génère une fatigue attentionnelle colossale et un épuisement prématuré de nos réserves métaboliques. On est face à une véritable lutte asymétrique entre notre biologie évolutive et l'ingénierie technologique. Pour vraiment saisir l'ampleur de cette asymétrie, la littérature scientifique met en lumière une métrique absolue. 250 millisecondes. C'est la vitesse fulgurante à laquelle notre système nerveux prend ses décisions d'allocation de ressources face à un stimulus externe, que ce soit un mot qui clignote ou une publicité visuelle. C'est un chronométrage mécanique qui échappe totalement, et j'insiste là-dessus, totalement à notre contrôle conscient. L'implication clinique de ces 250 millisecondes change tout. La réalité biologique force littéralement notre cortex à ingérer ces stimuli parasites bien avant que nos fonctions exécutives n'aient eu le temps d'opposer un veto conscient. On perçoit souvent la volonté comme un bouclier instantané, mais métaboliquement parlant, elle est beaucoup trop lente. L'information parasite a déjà pénétré le système d'évaluation. Elle a initié un début de traitement cognitif et consommé des ressources métaboliques précieuses bien avant qu'on ne prenne conscience d'avoir été distrait. Ce qui nous amène à notre deuxième grand axe de réflexion, l'hippocampe, le recyclage neuronal et la façon dont l'anxiété vient intoxiquer nos cartes internes. Si on fait un peu d'histoire médicale, l'évolution de l'hippocampe est fascinante. Cette structure est responsable de la création de ce qu'on appelle les cartes cognitives. À l'origine, chez nos ancêtres, ces cartes étaient strictement dédiées à la navigation spatiale, comme s'orienter dans une forêt ou mémoriser un point d'eau. Mais l'évolution a opéré un recyclage neuronal spectaculaire. Aujourd'hui, ces mêmes structures spatiales ont été reconverties pour assurer notre navigation conceptuelle. L'enchaînement intellectuel de nos idées utilise littéralement la même machinerie neuronale qu'un déplacement physique dans l'espace. Le point critique, c'est de comprendre la pathogénèse de l'anxiété au sein de cet hippocampe recyclé. Notre cartographie interne est constamment manipulée par la valence émotionnelle des événements. Lors d'une exposition chronique à des stimuli anxiogènes, les neurones qui codent pour ces menaces deviennent physiquement surreprésentés. On ne parle pas ici d'un simple état psychologique passager, mais bien d'une modification structurelle anatomique de la cartographie interne. Le cerveau redessine ses propres plans pour accorder une place complètement disproportionnée au danger. Les conséquences cliniques de cette véritable intoxication spatiale sont profondes. Le vagabondage mental, qui est censé être un état de repos cognitif naturel, se retrouve statistiquement piégé. Vu que le paysage mental a été redessiné pour multiplier les impasses menaçantes, la pensée naturelle tombe inévitablement dans des boucles neuronales anxiogènes chroniques. La navigation conceptuelle s'en trouve sévèrement altérée. Désormais, chaque raisonnement risque de dériver de façon mécanique vers l'anticipation d'une menace. Explorons maintenant notre troisième et dernière partie, la réalité clinique et biochimique du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Pendant très longtemps, le dogme historique consistait à voir le TDAH comme une anomalie purement binaire, soit on est atteint, soit on ne l'est pas.
La neurobiologie moderne démontre que ce modèle est totalement invalide. La réalité clinique, c'est qu'on se situe sur une courbe de Gauss. Le TDAH est un positionnement neurochimique spécifique, souvent situé aux extrémités de cette courbe, qui concerne la capacité d'un système nerveux à stabiliser l'attention vers un but à long terme. C'est vraiment l'expression d'un spectre dopaminergique continu, pas un simple interrupteur pathologique qu'on allume ou qu'on éteint. Du point de vue de l'étiologie, c'est strictement biologique et anatomique. À la base, l'observation clinique montre un dysfonctionnement très clair du cortex préfrontal. Ça découle souvent d'une immaturité neurologique structurelle ou d'une altération biochimique sévère. Le mécanisme central, la clé de voûte, c'est un déficit ciblé en dopamine au sein des aires régulatrices. Sans une quantité suffisante de ce neurotransmetteur, le réseau exécutif est tout bonnement incapable d'inhiber les pulsions du circuit de la récompense ou de filtrer le bruit ambiant. Face à une telle mécanique défaillante, il faut affirmer en toute objectivité que dans les configurations pathologiques les plus aiguës, l'intervention pharmacologique n'est pas un luxe. Ce n'est pas une simple option de confort, c'est une nécessité systémique. Quand le déficit biochimique empêche toute stabilisation fonctionnelle à la base, la chimie doit venir prendre le relais de l'anatomie. Si on prend l'exemple d'une molécule comme le méthylphénidate, son action suit une progression mécanique extrêmement précise. Son administration ne va pas guérir la structure du cerveau, mais elle opère une correction temporaire essentielle. Elle augmente la biodisponibilité de la dopamine dans l'espace synaptique. Et grâce à ça, on assiste à la restauration clinique de la fonction régulatrice préfrontale. L'attention peut à nouveau converger. Pas par une sorte d'effort de volonté magique, mais tout simplement parce que le carburant neurochimique nécessaire pour faire fonctionner le filtre attentionnel est de nouveau présent. Pour conclure cette analyse, il faut graver cette réalité neurobiologique déterministe dans nos esprits. Des calculs neuroéconomiques fulgurants jusqu'à la restructuration physique de notre hippocampe, l'attention est bien plus qu'une simple perception passive. C'est le sculpteur métabolique de notre cerveau. Ce à quoi l'attention est accordée de manière répétée modifie physiquement et durablement notre anatomie neuronale. C'est une réalité clinique qui nous rappelle l'immense responsabilité de la médecine moderne dans la gestion, la protection et le traitement de nos mécanismes de concentration.